Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. C'est le premier webinaire pardon, de l'année pour Dom Finance et sur Goldmines. Il me semble que le timing est plutôt bon et plutôt intéressant. On est ensemble aujourd'hui pour parler de diversification dans les portefeuilles, pour parler aussi un petit peu de macro, mais surtout de diversification. Donc c'est le premier webinaire de l'année sur Goldmines. Il y en a eu 4 l'année dernière. Donc pour rappel, Goldmines est notre fonds qui investit sur la thématique de l'or, plus précisément sur les mines d'or, également sur les mines d'argent. C'était d'ailleurs le sujet de notre dernière rencontre en fin d'année dernière. Cette année, en ce début d'année, on a plus pour objectif de parler de diversification dans les portefeuilles. Il faut savoir que Goldmine, c'était historiquement un fonds plutôt destiné à des partenariats institutionnels. Et de plus en plus, c'est un fonds qui est plébiscité par les conseillers en gestion de patrimoine. Les mines d'or et l'or sont des thématiques qui parlent beaucoup aux clients particuliers. On a vu en cette fin d'année que c'était une véritable protection contre l'inflation. Et typiquement, les sujets géopolitiques qu'on a vus hier vont être amenés à bénéficier en fait finalement à ce fonds un petit peu refuge. Nous, personnellement, on utilise Goldmines dans nos gestions pilotées, dans nos fonds dédiés et dans nos fonds de fonds en tant que diversification. 2021 a été une année riche et la question de ce début d'année est finalement que faire en 2022 et que faire dans des marchés qui ont été plutôt bons en 2021. Grégory, si tu veux. Merci Paul. Tu as piqué un peu mon intro, j'ai plus rien à dire. Zut. Donc, zut. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire de rentrée qui tombe à un très bon moment. Donc, notre but, c'était de faire un peu une revue sur l'année 2021, de faire un bilan, un état des lieux et de voir à peu près les dynamiques sur l'or. Et surtout de revenir sur les questions de pourquoi l'or et les mines d'or sont un outil utile en termes de diversification. Donc, on va essayer d'aborder tout ça d'une façon assez synthétique. Donc, je pense qu'on va se donner à peu près 3/4 d'heure pour faire la présentation. On va essayer de tenir dans, dans, dans le temps imparti, c'est-à-dire 1 heure, et se laisser à peu près 1/4 d'heure pour les questions-réponses. Donc voilà, vous voyez le sommaire. Donc le but aujourd'hui, on va parler un peu, je dirais, il y aura 4 parties. On va revoir la partie, je dirais, micro sur l'or, c'est-à-dire la demande, la production, les réserves, les fusions-acquisitions, l'actualité. On va refaire le détail sur l'année 2021 où on en est, c'est-à-dire l'aspect micro. Ensuite, on va revenir sur la macro et donc toutes les tendances qui vont influer sur le cours de l'or, comme d'habitude, avec notre tableau de bord et surtout, bien évidemment, un éclairage sur l'inflation qui fait toujours partie de l'actualité. Le point essentiel, et c'est pour ça que le webinaire tombe à un assez bon moment, c'est-à-dire que on va essayer de donner les éléments pourquoi l'or est un très bon outil dans votre diversification, surtout après une année où les marchés ont été très bons, autant au niveau des actions, des obligations, donc c'est-à-dire des actifs classiques, mais que les nuages commencent à revenir et les questions sur une diversification, surtout dans un contexte un peu plus inflationniste, se posent. Donc ça sera le troisième pilier. Et le quatrième, pour terminer, on passera en revue le fond pour faire un état des lieux, un bilan, une photo à peu près
du fonds à fin janvier. Donc, pour attaquer, on commence par une revue sur l'or et l'argent en 2021. Donc, ça a été une année où la demande a été en baisse sur l'année sur l'or, la demande. Là, on vous a mis les différents compartiments, c'est-à-dire les grands pourvoyeurs de la demande d'or, c'est-à-dire les banques centrales, l'achat en lingots, tout l'aspect technologie, parce qu'il y a une utilisation, par exemple, on ne sait jamais, mais vous avez une utilisation de l'or, par exemple pour les satellites, c'est très important, l'or pour la conquête de l'espace, entre autres. Vous l'avez aussi dans la technologie classique, la joaillerie, bien évidemment, et les ETF, c'est-à-dire la demande financière. Donc, comme on voit en 2021, l'or, en fait, vous avez une demande qui a baissé de 3,5 sur l'année. Pardon, vous avez une baisse de la demande sur l'année, mais beaucoup de compartiments, indépendamment des ETF, ont augmenté. C'est-à-dire les banques centrales, la demande en or des banques centrales a doublé sur l'année. Idem pour la demande à peu près des lingots qui est de plus de 35%. Et la joaillerie qui a repris sa phase ascendante après le Covid. Donc il y a une demande, par exemple, qui vient de l'Inde. Et donc ça a repris son chemin. Or, la demande a baissé sur l'année parce que la demande en ETF, donc la partie financière, a largement baissé. Et donc, indépendamment de la finance, la demande en or reste importante. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir que, par exemple, la semaine dernière, où la volatilité est revenue à la suite des premières inquiétudes concernant l'Ukraine et des vents contraires un peu sur les marchés financiers, surtout sur le Nasdaq. La demande en or la semaine dernière a été de l'équivalent d'1,5 milliard sur une semaine, 27 tonnes, ce qui sur une semaine équivaut à c'est pratiquement une des semaines les plus fortes depuis 2004 sur des mouvements hebdomadaires. Donc, on voit très bien la persistance quand même de la demande fondamentale sur l'or, indépendamment de la fluctuation au niveau des ETF et des marchés financiers. Donc ça, c'est le premier point donc, sur l'or. Maintenant, sur l'argent, pour faire une récap sur l'année, vous avez une demande qui, la même chose que l'or, c'est-à-dire a été en baisse sur l'année, mais qui est due principalement à une baisse au niveau des demandes des ETF et donc de l'aspect financier. Mais comme l'argent est un pourvoyeur plus important venant de l'industrie, tous ces aspects ont quand même été en hausse sur l'ensemble de l'année. Donc, on le voit. Maintenant, l'once d'argent a été beaucoup plus chahutée que l'or, ce qui est logique dans des marchés moins porteurs pour les métaux précieux. Donc, comme l'or a baissé de 3,5 l'année dernière, l'argent a beaucoup plus souffert, a baissé de 11,5 en 2021. Mais ce qu'on peut retenir, c'est persistance, stabilité toujours de la demande physique de l'or et de l'argent. Ça, c'est la partie donc demande. Maintenant, on va regarder la production. Sur la production, je vous ai remis l'évolution de la production depuis à peu près le Covid, la reprise du Covid. Donc la production s'est reprise à partir du T2, deuxième trimestre 2021 et un peu au troisième trimestre 2021. Pour l'instant, j'ai les chiffres à fin au troisième trimestre. Donc, je vous ai mis en glissant. Donc, on revient à peu près à une moyenne de 1,2 million de tonnes produites. Donc, c'est une reprise post-Covid. Maintenant, pour détailler, donc,
il y a aussi un aspect important, c'est-à-dire la partie recyclage. Donc, il faut savoir que dans l'or, il y a la production, et il y a aussi un recyclage, qui est souvent un facteur d'ajustement par rapport à la production. Quand la production remonte beaucoup, le recyclage, il y en a beaucoup moins. Quand une production est moindre, il y a un peu plus de recyclage. Mais l'un dans l'autre, il faut regarder la production totale. Et donc, on est sur une reprise à peu près de 5% de la production, on dira, en 2021. Maintenant, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour continuer sur la spécificité de l'or, ceux qui peuvent s'inquiéter qu'il y aurait une forte production de l'or vont être déçus parce que bien évidemment, l'or a une production, a une hausse de la production d'environ 3-4% par an sur longue période. Mais on ne peut pas produire de l'or comme on produit les autres minerais et les autres ou du pétrole ou du minerai de fer. Parce qu'il y a un facteur très important dans l'or, c'est-à-dire ce sont les réserves et les gisements. Comme je vous ai mis ici, en général, et ce graphe va vraiment être parlant, c'est-à-dire on ne découvre pas de l'or comme on découvre du pétrole, du minerai de fer. D'où, vraiment, encore une fois, c'est un cas d'école, c'est que l'or a cette propriété de la rareté qu'il n'y a aucun autre métal ne peut avoir, aucune autre matière première physique ne peut avoir. Donc, un point assez important, c'est que les réserves, globalement, sont sur une assez longue période, hein, sur les 10 dernières années, quand même en baisse. Donc, c'est ce qui limite quand même une hausse substantielle de la production. Euh, et ça, c'est sur la partie des réserves, mais il faut, par exemple, il y a des révisions de réserves. Là, par exemple, vous avez eu une société comme un exemple, Endeavour Mining, qui a revu ses réserves de plus d'1 million d'onces. Donc, à chaque fois, en fonction des revues du potentiel minier, des gisements miniers, il y a des revues à la hausse ou à la baisse des réserves en or. Sur la partie, et ça c'est un point aussi très important, vous avez les réserves, donc ça c'est sur les gisements existants, et vous avez les découvertes d'or, les nouveaux gisements. Et ce point-là, les gisements se font de plus en plus rares. Il faut savoir, il faut à peu près minimum 15 à 20 ans pour quand même sortir, avoir une mine qui va donner lieu à une certaine production, un fort gisement, et, euh, et pouvoir amener une production assez prometteuse. Les gros gisements sont apparus au milieu des années 2000. Il y a eu des gisements qui étaient assez forts. Et avec la baisse de l'or à partir de 2011 et la baisse des capex, plus bien évidemment des notions aussi géologiques, on ne peut pas trouver de l'or tous les 4 matins, on a eu très peu de nouveaux gisements prometteurs. On a des petits gisements, un ensemble de petits gisements, et ça prend du temps. Maintenant, on met une flèche, il y a beaucoup de gisements qui, à horizon 2024-2025, apparaissent assez prometteurs. Il y a à peu près plus de 8 projets à plus de 300 000 onces d'or par an qui devraient arriver d'ici 3-4 ans, qui situent pas mal de bassins au Canada, Backwater, Blackwater, entre autres. Il y en a aussi en Équateur, au Brésil, donc pas mal en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc ça pousse un peu plus d'investissement, ça pousse des intérêts beaucoup plus importants sur les juniors, sur les sociétés qui investissent dans les nouveaux gisements. Et d'où la notion aussi, la thématique des fusions-acquisitions. Pourquoi aussi les Barrick Gold, Newmont, les grosses sociétés ont besoin de faire plus de fusions-acquisitions.
Donc ça, c'est le point sur les découvertes qui amène directement la partie sur les dernières fusions-acquisitions en date. Donc on vous a mis à peu près un récapitulatif, ce n'est pas exhaustif, de la liste des fusions-acquisitions, de l'acheteur, de l'acheté, de la prime. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le marché des mines d'or a été plus difficile sur donc l'année qui a été négative donc en 2021. Et dès que le marché est un peu plus difficile, les fusions-acquisitions reviennent avec des primes assez intéressantes de 30 à 40%. Donc ça, c'est quand même un fort soutien de la part des sociétés, c'est que elles croient quand même à la résilience de l'or et à la valeur dans les sociétés. C'est-à-dire le marché est un peu dur à un moment, baisse, donc les fusions-acquisitions reviennent et soutiennent quand même le marché. Donc cette liste est assez intéressante. Ça, ce sont toutes les fusions-acquisitions qui sont apparues à peu près sur qui sont surtout sur la deuxième partie de l'année. Donc voilà pour la partie micro. Maintenant, on va faire un petit point macro comme on a l'habitude de le faire à chaque webinar. Ça, c'est mon tableau fétiche, c'est-à-dire le tableau de bord un peu donc, sur les 4 facteurs influents qui vont influencer l'évolution de l'or. Et je vous ai mis à peu près la dynamique en fonction de l'actualité. Donc, le facteur qui reste négatif à l'heure actuelle, c'est le niveau des taux nominaux. Par exemple, donc le 10 ans depuis le début janvier américain a repris 30 bips et remonté à 1,80. Et donc, la Fed a indiqué depuis fin novembre vouloir remonter son taux directeur. Et elle indique dans ses derniers communiqués vouloir le remonter dès le mois de mars. Deuxième facteur, donc ça, c'est un facteur qui reste qui pèse un peu sur le cours de l'or. Mais on va vous indiquer pourquoi, dès la première hausse, ça peut être très bon pour l'or, contrairement aux idées reçues vis-à-vis de l'or. Le facteur important qui est l'inflation, et donc qui reste une dynamique à la hausse parce que l'inflation continue de surprendre les derniers chiffres, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ça fait l'actualité. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Au contraire, on commence à rentrer dans un effet de second tour, c'est-à-dire les salaires commencent à s'apprécier. Je vais rentrer dans le détail par la suite. Et donc, c'est une inflation qui commence à être de moins en moins conjoncturelle, de plus en plus structurelle. Donc ça, c'est un facteur porteur bien évidemment sur l'or et qui reste prédominant. L'évolution du dollar, on vous l'a remis un peu un facteur qui peut soulager l'or, c'est-à-dire que le dollar s'est fortement apprécié en 2021, mais là, on a l'impression depuis 2-3 mois qu'il commence à stabiliser. L'indication donne qu'on pourrait remonter à peu près vers un 15, un 16. Donc c'est plutôt la question, c'est pas une forte dépréciation du dollar à court terme qu'on attend, mais une stabilisation et un peu un dégonflement de cette appréciation du dollar et qui soulagera les métaux précieux. Et l'aversion au risque, ça c'est le nouveau facteur qui est de retour et qui fait son grand retour depuis sur ce mois de janvier. Donc, comme vous l'avez tous vu, la volatilité est de retour. On a des inquiétudes, donc bien évidemment vis-à-vis de la Fed et de sa politique monétaire, de sa remontée des taux, ce qui fait chahuter les actions et en particulier les valeurs de croissance et le Nasdaq. Et depuis, ça a fait l'actualité hier et ce qui a pesé sur le marché, un front géopolitique qui est au niveau de l'Ukraine et de la Russie qui commence à inquiéter de plus en plus les investisseurs. Donc sur ces 4 facteurs, 3 sont plus favorables, un peu moins favorables. Donc ça plaide tout ça pour une stabilisation de l'or et un gros support au niveau de l'or. Excusez-moi.
Donc sur le point, juste sur un éclairage sur la partie inflation, la grande question, c'est est-ce que la politique monétaire, le resserrement de la Fed va être efficace? Donc, comme vous le savez, la Fed veut remonter ses taux parce que maintenant, sa priorité est de lutter contre l'inflation. Très bien. La grande question qui se pose, c'est que quand on lutte contre l'inflation au niveau de sa remontée des taux, il faut que l'inflation, ça soit une inflation qui soit tirée par la demande ou tirée par l'offre. Or, si comme on le voit ici, je reprends 2 points. Par sa remontée des taux, par la baisse de son bilan, la Fed va avoir un impact sur la demande. Là, elle peut en avoir un impact sur la demande. Sur son bilan, elle peut le moduler. Son bilan est à peu près proche de 9 000 milliards de dollars. Il va baisser à partir de la deuxième partie de l'année. Donc ça a un impact. La Fed a un impact direct sur la demande, sur la stimulation monétaire par rapport à son bilan. Ça, elle a la main, on va dire, par rapport à ça. Elle peut aussi avoir un impact sur la demande. Je vous ai mis, par exemple, c'est vrai que la forte hausse des ventes au détail sur des croissances annuelles et même des croissances en prenant en compte le Covid sont quand même très importantes. On était sur un rythme annuel de 19%, et même si on prend hors effet Covid, on a quand même une hausse de 8-9% sur un glissement hors Covid. Donc c'est la question de la croissance, la demande, par exemple aux États-Unis, est quand même assez forte. Donc ça, sur ce point-là, la Fed peut avoir un impact indéniable. Maintenant, la question qui se pose, c'est peut-elle avoir un impact sur l'offre? Si l'inflation est un problème venant de l'offre, alors là, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ça peut être sûrement le cas, parce que je vous ai mis 2 points qui, pour moi, sont les plus ce qui explique pourquoi l'inflation va être un phénomène qui va perdurer, un phénomène beaucoup plus structurel que conjoncturel, contrairement à ce que disent les banques centrales. Par exemple, sur le premier point, je vous ai mis le prix du carbone en dollars. Il a été multiplié par 15 en 5 ans. Donc tout ça, c'est la question de la transition écologique. La transition écologique, c'est quelque chose qui va être de très long terme, qui ne va pas se faire en 2-3 ans. Et c'est pas la Fed qui a décidé de la transition écologique, elle doit se faire. Donc cette question du carbone, par exemple, influe. C'est un facteur parmi d'autres, mais c'est extrêmement important puisque ça influe sur le prix des matières premières. Ça impacte les investissements, ça impacte les coûts. Si vous voulez, l'ensemble des acteurs doivent répercuter les prix. Et donc, ça a une conséquence dans toute la chaîne. Ça, c'est vraiment le sous-jacent sur les matières premières physiques, matières premières agricoles, tout l'ensemble, matières premières agricoles. Vous avez besoin d'énergie. Je voyais par exemple la hausse des coûts de l'alimentation, par exemple la salade. Si vous avez une salade, une pousse de salade, il y a un coût d'énergie qui a été répercuté, et donc avant de faire pousser votre salade ou vos légumes. Donc ça c'est tout l'ensemble de la chaîne, bien évidemment l'industrie, les voitures, toute cette question-là, indépendamment de la question énergétique, même de se chauffer ou de s'éclairer, pardon. Et donc, ce point-là, c'est le point structurel sur un facteur sur l'offre qui ne va pas disparaître en 6 mois ou 1 an. Donc, on ne voit pas en quoi la politique de la Fed et un resserrement de taux pourra avoir un impact sur la transition écologique. Non, elle sera là, elle va perdurer. Deuxième remarque, c'est, vous avez mis à peu près, c'est une petite photo pour illustrer, mais c'est pas la question, c'est toujours le qui a fait l'actualité, c'est les goulots d'étranglement concernant la logistique, les bateaux, les cargos. Donc, pour nous,
je vous avais mis il y a à peu près 2 webinaires, c'est-à-dire que c'est un effet, c'est vrai, un peu conjoncturel, cette notion post-Covid. Donc, une rupture sur la chaîne logistique, rupture sur les emplois, semblait être conjoncturelle. Je pense que c'est un effet, certes conjoncturel, mais qui commence à perdurer dans le temps. On a quand même des impacts assez forts sur la chaîne logistique. On a des impacts aussi sur les emplois. Rendez-vous compte, aux États-Unis, même après une normalisation des aides liées au Covid, on a en cette fin d'année, ça a fait l'actualité un peu, on a plus de 10 millions d'offres qui sont non pourvues, c'est-à-dire de plus en plus de gens préfèrent ne pas travailler et quittent leur emploi. Bon, ça fait l'actualité. Donc ça, c'est une question qui est quand même assez prédominante et des ruptures sur l'offre. C'est très important pour avoir une offre stable. Vous avez besoin d'une bonne logistique, vous avez besoin d'emplois bien pourvus, donc moins pas d'absence. Donc tout ça pèse. Et ces deux facteurs à mon avis, sont beaucoup plus importants que l'aspect demande. Donc, contrairement à ce que dit la Fed, Rapidement, Grégory, on revient sur la slide juste avant, sur la photo en bas à droite. Donc, est-ce que on peut peut-être avoir du mal à comprendre? On est d'accord que ce sont les cargos. Oui, voilà, c'est les cargos c'est une photo satellite des cargos qui font un embouteillage au niveau de Shanghai. Voilà, c'est à peu près une vision au niveau du monde. Voilà, c'était pour illustrer ce point-là. On a des vues satellites sur les cargos et l'embouteillage. Donc vous voyez que c'est encore plus dense que le périphérique en heure de pointe, quoi. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est Bloomberg qui fait ça? Oui, voilà, c'est Bloomberg qui fait ce genre. On peut tout avoir sur Bloomberg. Bon, très bien. Voilà. Donc, je t'ai coupé, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, le questionnement que j'ai, le marché obligataire, là, donc je vous ai mis par la suite, c'est que le marché obligataire commence à devenir de plus en plus sceptique vis-à-vis de la possibilité de réussite de la Fed dans sa hausse des taux. Je vous ai mis l'évolution des taux forward, c'est-à-dire des taux futurs, entre le 10 ans et le 2 ans. Donc, on se projette à 1 an. Et cet écart est déjà revenu à un niveau de 2018, pratiquement, hein, un peu plus élevé. Donc, ce qui veut dire que le marché obligataire se place pratiquement comme un niveau de 2018, alors que la Fed n'a toujours pas fait une hausse des taux. Ce qui est quand même assez. Je suis assez dubitatif sur quand même la réussite ou non de la Fed dans cette histoire. Donc, pour moi, ça me fait dire que, en fait, ça va être très porteur pour l'or, d'où la stabilisation. C'est-à-dire que soit la Fed, ce que veut dire peut-être le marché obligataire, entre autres, et ce que veut dire aussi pourquoi l'or tient sur les 1840, 1850 et ne s'écroule pas, c'est que soit la Fed est dans une situation où, de toute façon, vis-à-vis de l'inflation, elle est ce qu'on dit behind the curve, elle est très en retard. Et pour réussir, il faudrait qu'elle devienne extrêmement agressive, beaucoup trop agressive. Et donc, cette agressivité de remontée des taux, de baisse du bilan, ferait que ça provoquerait une récession instantanée. Donc, la Fed est dans une situation extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes, puisque vous voyez l'évolution du discours, du langage de la Fed dans sa lutte contre l'inflation. Au début, c'était un phénomène, l'inflation était temporaire. Si vous voyez les différentes minutes, temporaires, plus long, mais
temporaire, temporaire mais persistant et persistant. Et même, ça a pris le relais politique aux États-Unis. Biden a dit que ça allait être un parcours long et douloureux de lutter contre l'inflation. Donc voilà, donc c'est un point extrêmement important sur l'inflation, et tout ça est un facteur solide pour porter l'or. Je crois qu'on arrive on arrive en fait à la fin du premier temps du webinaire. Ouais. Du webinaire. Oui, exactement. Premier temps donc basé sur la macro, sur le marché de l'or. Un petit peu. Tu as pas mal évoqué les webinaires précédents qui étaient plus basés sur la structure du portefeuille, la typologie des mines et ta vision tout au cours de l'année 2021. Je rappelle évidemment que ces webinaires sont disponibles sur notre site en replay. Mais qu'on est aussi là pour répondre à toutes les questions par mail sur la typologie du portefeuille ou bien par téléphone. On l'avait dit en début de présentation, l'objectif de ce webinaire maintenant, c'est de présenter Goldmines, de présenter ton fonds comme un vrai moyen de diversification des portefeuilles. Voilà. Et je crois que on est sur la slide la plus importante à mes yeux de voilà, ton webinaire. Les 3-4 slides les plus importantes. Exactement, qu'on va peut-être commenter ensemble parce qu'elle est un petit peu complexe à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, on comprend vraiment pourquoi c'est le meilleur moment aujourd'hui pour entrer sur ce fonds. Pourquoi c'est un fonds qui se démarque des autres classes d'actifs depuis le début de l'année. Et donc, je te laisse commenter ta slide. Voilà, merci Paul. Pour revenir, donc, souvent, l'idée reçue sur le marché, c'est de dire quand la Fed monte ses taux, l'or baisse. Donc, en fait, c'est faux, puisque l'or baisse en anticipation de la remontée des taux. Et la première, là, on vous a mis un graphe, c'est-à-dire c'est le comportement sur une base glissante de l'or, des actions du dollar, un an avant la hausse des taux, la première hausse de taux, c'est-à-dire un an avant, 6 mois avant, 6 mois après, un an après. Sur la moyenne sur les 4 dernières phases de resserrement monétaire. C'est-à-dire, on a eu février 94, juin 99, juin 2004, décembre 2015. Donc, c'est le comportement de l'or. En fait, l'or baisse surtout un an et 6 mois avant. Et à partir de la première hausse de taux, l'or reprend. Ça, c'est la moyenne sur les 4 derniers resserrements. C'est assez parlant. Le point du milieu, c'est la 30 dernières années. Voilà, des hausses. Voilà. Oui, voilà, sur les 4 phases depuis 94. Donc, s'il y a une hausse, logiquement, la première hausse qu'ils ont indiquée, c'est au mois de mars. On voit que l'or stabilise et devrait remonter au cours de l'été. Donc, en fait, l'or a un comportement est soulagé. En fait, la première hausse soulage l'or et enlève de l'inquiétude vis-à-vis de l'or. Donc ça, c'est contre-intuitif. Voilà. La première hausse, c'est pratiquement annoncé pour le mois de mars. Voilà. Donc là, on est à moins 3 mois en fait. Voilà, donc exactement. On est pile poil dans la phase du saut à ski en fait. On est à moins 6 mois et bon, mais très bien. Voilà. Donc ça, c'est le point de réaction vis-à-vis de la première hausse de taux. Alors en fait, oui, je voulais pas mettre je vais revenir sur les cryptos par la suite. À plus long terme, ça c'est depuis 71, depuis que l'or est sorti du PEG, et on peut comparer, on peut avoir l'or sorti du PEG dollar. Et ça, c'est la performance en fait nominale en dollars, moyenne, selon les différentes rythmes d'inflation. Comment se comportent l'or et les matières premières, qui sont les deux plus gros hedge vis-à-vis de l'inflation connue. C'est-à-dire que vous achetez de l'or, vous achetez des matières premières physiques. Donc, dans un rythme d'inflation
en dessous, inférieur ou égal à 3%, l'or sur une longue période performe quand même. Et surtout dans un rythme, bien évidemment, les matières premières physiques performent, dans un rythme d'inflation supérieur à 3%, excusez-moi, l'or performe beaucoup plus, plus de 13% en moyenne, et plus de aussi 13% pour les matières premières physiques. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça n'a pas été, je n'ai plus de lumière, pardon, ça n'a pas été le cas l'année dernière. Certes, sur une année, il ne faut pas prendre sur une année. En fait, sur l'année dernière, l'inflation a été a fait son retour au niveau de l'actualité et l'or a été en baisse de 3,5. Donc, vous allez me dire, ça ne fonctionne pas. Or, c'est sur une période longue. En fait, sur les 3 dernières années, l'or est en hausse moyenne par an de plus de 10%. Donc, on peut jamais prendre sur une notion court terme parce que la notion de l'or, c'est vraiment cette protection, cette résilience. Ça, c'est le terme le plus important vis-à-vis de l'or. Et même encore dans un rythme d'inflation sur les dernières années, l'or est absolument délivre en termes de refuge et de ce qu'on attend de la performance de l'or. Les mines d'or aussi ont délivré sur les 3 dernières années de plus de 50%. On a à peu près les perfs sur les 3 dernières années, malgré une année qui a été négative l'année dernière. Donc on a eu cet effet de levier, c'est-à-dire on a eu 10% de moyenne de croissance par an de l'or et à peu près plus de 50 puisqu'on était assez bas et donc cet effet de levier a quand même joué sur les mines d'or. Donc, mais ça, si on reste dans un rythme d'inflation au-dessus de 3%, ça sera beaucoup plus porteur. Et donc, ça répond à cette question de hedge, de chercher des actifs, des diversifications pour vous protéger vis-à-vis de vents contraires venant de la politique de la Fed ou d'une inflation persistante par rapport à vos portefeuilles dans l'ensemble de votre allocation par rapport aux actifs classiques, actions, obligations. Donc, cette notion au niveau inflationniste. Un point aussi important, je vais être assez rapide, l'or réagit aussi d'une manière en général positive. Je vous ai mis depuis toutes les phases de crise le comportement de l'or. Donc, à part en fait l'explosion de la bulle de dot-com en 2000, qui était assez spécial puisque l'or a fait un bottom en 2001. Donc, l'or a toujours réagi d'une manière positive sur les 11 dernières crises de marché. Donc, je vous ai mis la réaction de l'or sur une période de crise et la hausse de volatilité. Donc, cette phase de refuge ultime vis-à-vis d'une aversion au risque, il faut sur l'ensemble de la crise est toujours positif. Là, je reviens sur le slide. Dernier slide qui est pour moi un slide assez important et qui commence à être pertinent, c'est la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un retour à la réalité pour les crypto-monnaies? Il y a une forte volatilité qui est en train d'arriver. Vous avez à gauche l'évolution du Bitcoin sur les 3 dernières années et l'évolution de l'or. Il y a 6-9 mois, on disait que les cryptos allaient remplacer l'or. Or, on voit, si vous voulez, le ratio, ça a été. Est-ce que c'est un refuge ou est-ce que c'est une spéculation un peu du casino? Donc, dans une année qui était totalement euphorique en 2021, les cryptos explosaient et le ratio Bitcoin sur or que je vous ai mis en bas à droite est monté assez haut. Or, on voit quand même sur l'ensemble de 2021, là, on a fait un double top en termes de ratio et ce ratio est en train de fondre comme neige au soleil. Et je n'ai même pas mis en fait les derniers cours des cryptos. Ça s'est arrêté à peu près au 20 et ça s'est passé jusqu'à 34 000 sur le Bitcoin. Ça, vous avez la baisse et vous avez quand même la volatilité. Donc, le Bitcoin a une volatilité de 65% sur un an, l'or a une volatilité de 13%.
depuis le début de l'année, le Bitcoin est en baisse de 25% pour une once d'or qui est stable. Si c'est une question qui est quand même délicate en termes de diversification, comment avoir un outil aussi volatile et avec une perf qui devient négative dans vos portefeuilles? Imaginez que vous mettiez 5% de Bitcoin dans votre portefeuille pour faire de la diversification, en l'espace d'un mois, vous perdez un et demi pratiquement sur votre portefeuille et vous augmentez votre volatilité de plus de 3%. Donc, cette question de volatilité, d'alternative en termes d'actifs, de refuge, est pour l'instant totalement fausse. Donc, ça c'est peut-être un facteur qui va soulager l'or, qui peut expliquer un peu, c'est-à-dire un retour à la réalité de la part des cryptos, un dégonflement de la bulle, voilà, plutôt cette notion de miroir aux alouettes qui commence à se dégonfler. Avant de passer un point sur le fond, on vous a mis pour venir un point sur les ratios clés qu'on vous met d'habitude, l'actualité. Même si ça a été chahuté sur l'argent a plus baissé que l'or en 2021, ce ratio est quand même sur une base un peu plus élevée depuis les plus bas de 2020. Donc on sent qu'on commence à faire un plateau, une reprise ascendante. Donc c'est un point qui, bien évidemment, qui est long, qui est un peu décevant, mais qui reste persistant, c'est-à-dire que l'or est stable et l'argent est un des actifs les plus sous-évalués au monde. Au niveau du ratio 1000 d'or, 11 d'or, pareil, on a cette stabilisation. En fait, on a été chahuté, comme on le voit, donc les mines d'or ont moins bien performé que l'or l'année dernière, mais ce ratio n'est pas plus dégradé, moins volatile qu'il l'a été au moment de la crise du Covid. Donc tout ça plaide pour une stabilisation, une remontée progressive au fur et à mesure. Maintenant, pour terminer, avant de passer aux questions, on va faire un éclairage sur le fond. Donc, malgré une année décevante l'année dernière, sur 2 ans, on reste globalement en ligne. Le Place Euro Goldman reste globalement en ligne avec une performance au niveau, par exemple, des ETF. Donc, ce point-là, en fait, on a eu à 2021, notre travail a été d'essayer de résister, mais bien évidemment, le fond, c'est toujours de se placer pour capter le maximum de hausse et de tenir au maximum dans la baisse, d'être résilient. Donc, malgré une baisse sur l'année 2021, je vous ai pris sur 2 ans parce qu'on prend l'année Covid, avec le Covid, et l'année 2021 sur une euphorie des marchés. Donc, ça reste positif et ça reste en ligne. Sur ce qui est intéressant, ce qui va aussi. Alors, même si ça a varié, parce que je n'ai pas au niveau des classes actifs, les performances, ça c'était sur les sites, c'était au 20, donc ça a rebaissé vendredi, mais au moins tout le monde est au même niveau. Depuis le début de l'année, on était en hausse, on a rebaissé en fin de semaine, mais l'once d'or en hausse, le fonds en hausse, et par rapport aux différentes classes actifs. Vous avez diversifié qui est pratiquement flat. Les obligations baissent, moins 0,30, moins 1,5. Et surtout, vous avez jusqu'aux actions mondes qui sont à moins 8,5. Sur 6 mois, sûr, contrairement aux idées perçues, on ne se place pas si mal. C'est-à-dire, par rapport à nos points bas, on a à peu près à moins 0,59. Ça, c'était au 20. Et sur 3 ans, à part les actions mondes growth qui sont en train de revenir qui sont en train de rebaisser, c'est comme je vous ai dit, il y a l'effet de levier qui marche, c'est-à-dire on a fait 50 pour l'once d'or qui s'était aussi fortement apprécié. Donc,
Donc, le point, c'est que l'or vous sert, et le fonds vous sert au moment où vous en avez le plus besoin. C'est-à-dire que les comportements ne sont pas les mêmes que les comportements sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. Vous pouvez avoir des phases de baisse quand les marchés montent, mais dans cette diversité, et vous allez avoir des fortes hausses à des moments donnés. Donc, il faut regarder sur plus long terme, et cette diversification fonctionne depuis 3 ans, depuis une certaine période, et l'actualité plaide pour que avec une année qui a été moindre, avec des points d'entrée qui sont de plus en plus intéressants. Donc, dans votre diversification, si vous avez une diversification de 5-10% par rapport à vos clients, par rapport à vos fonds, si vous mettez 70% ou 60% d'or, 40% de mine d'or, vous avez cet effet de levier, cette diversification qui agit quand vous en avez le plus besoin. Vous le voyez au niveau de le comportement de portefeuille, et les résultats sont toujours là et plaident sur longue période par rapport à cette notion. Complètement. Je vais commenter avec toi cette slide. Le premier point, c'est que les dates n'ont pas été prises au hasard. On a un year-to-date, on a un 6 mois et on a un 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que pour ceux qui n'étaient pas avec nous l'année dernière dans les précédents webinaires, tu as repris la gestion du fonds il y a 3 Fin ans 2018, ouais. fin 2018, voilà, en changeant totalement le processus d'investissement, mais bon, c'était le thème du webinaire de mars. Je rappelle en replay, vous pouvez le regarder. Donc, tu reprends la gestion du fonds il y a 3 ans en modifiant la gestion tout simplement. C'est un fonds avec un très très long track. Si on va sur les comparateurs, les Cantalis, les Morningstar, le track du fonds est très très long et des fois on peut avoir un petit peu peur en voyant ce SRRI 7 et cette grande volatilité. Mais en fait, en posant les choses depuis que tu as repris la gestion, dans une allocation encore une fois qui est diversifiée, on voit que depuis 3 ans dans des marchés qui ont été plutôt bons, comme tu l'as dit, c'est un fonds qui va tirer vers le haut la performance, juste en dessous des actions croissance monde qui ont vraiment vraiment très très bien performé. Donc elle tire vers le haut également la performance quand les marchés sont très haussiers. Et quand on a un retournement, typiquement un year-to-date depuis début janvier, on voit que Place Euro Gold Mines a vraiment ce rôle de protection. Il est positif quand les actions mondes qui auraient tiré vers le haut la performance de vos portefeuilles au cours des 3 dernières années, eh bien, rendent beaucoup d'alpha. C'est pour ça que nous, on en a mis dans notre gestion pilotée. Je rappelle nos 3 profils, Montfort, Mont-Blanc et Mont-Everest. On a une partie de Place Euro Gold Mines qui joue ce rôle de hedge contre l'inflation, de protection et qui rend beaucoup service dans nos gestions depuis le début de l'année. On en met également dans nos fonds dédiés et dans nos fonds de fonds. Voilà, le Voilà but ce que que, par ouais. exemple, même donc au niveau instit, nous, sur des mandats, donc on a toujours une part, comme je vous dis, de l'or. Hein, c'est pas de mettre 50%, bien évidemment, comme vous avez la volatilité, hein, c'est quelques pourcents. Et là, ce facteur joue, en tout cas dans la résilience. Hein, et si vous avez l'or qui reprend sur les mois, les semaines qui viennent, la hausse des mines d'or peut être en quelques mois de plusieurs dizaines de pourcents et donc se recalibrer et vous aider à un moment où les marchés sont tangents. On a eu, par exemple, une forte hausse en 2019, une accélération à un moment, ça a été un très très bon contributeur. 2020, quand vous avez eu cette baisse et une certaine baisse en mars, mais on a doublé en avril et alors que c'était tangent sur l'ensemble des portefeuilles classiques, hein, actions, ça a eu du temps à se redresser. Donc ça vous soulage, ça vous soulage à des moments où vous en avez le plus besoin. Et donc là, ce facteur est en train de se remettre en place. Donc bien évidemment, nous, ce qu'on plaide toujours, c'est qu'il faut profiter il y a une volatilité, donc il faut profiter de points d'entrée pour rentrer progressivement. Vous avez une mauvaise année l'année dernière, mais si vous regardez dans votre allocation que vous avez à gérer, il faut mettre au fur et à mesure et il faut pouvoir essayer de remettre. Donc si vous avez des cartouches, c'est un moment idéal pour en remettre, tout en gérant par rapport à un objectif cible d'allocation, bien évidemment. Et Complètement.
Et pour terminer au niveau du fonds, c'est un point important, pourquoi le fonds est très intéressant à l'heure actuelle. J'ai terminé sur la photo du fonds. Je vous ai remis, donc là, c'est le point à fin janvier en fonction de, on va prendre 3-4 points, c'est-à-dire les résultats, les valorisations, la photo du portefeuille. Donc, sur les résultats, je vous ai mis des sociétés dans le portefeuille. On a une croissance, puisqu'on a une croissance l'année dernière, à la fois au niveau du chiffre d'affaires, du bénéfice, la croissance des dividendes. Ce sont des sociétés qui paient de plus en plus de dividendes. Donc, c'est régulier, c'est récurrent. On ne va pas payer du dividende pour faire plaisir. Donc, il y a une certaine récurrence dans le portefeuille. Donc, il y a une hausse quand même du chiffre d'affaires des bénéfices. Et tout ça se fait, comme on a une baisse, les valorisations sont encore plus comprimées. Donc, c'est ce que je vous ai mis. Alors, il faut voir le moins 35, moins 20. C'est en comparaison par rapport à la valorisation, la valorisation une année avant et au plus bas. Donc, par rapport à 2020, en gros, on est 35% moins cher en termes de PE et 20% moins cher en termes de price to book. Donc, c'est encore plus comprimé, bien évidemment, puisque l'année était négative. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les résultats des sociétés, on voit, pour dire qu'il y a une certaine résilience et il y a de la valeur dans ces sociétés. Par exemple, Barrick Gold qui a sorti des résultats en ligne a eu une hausse de 8% sur ses résultats. C'est assez intéressant puisque, alors que vous voyez sur d'autres secteurs, vous avez eu Netflix qui a annoncé des résultats en ligne, mais des guidance en baisse et ça fait moins 22%. Donc, de thématiques, on va voir au fur et à mesure sur des résultats des sociétés. Par exemple, là, on a eu Barry qui a publié, qui est un peu un blue chip sur le marché. Et le marché a été porteur d'un coup, s'est réajusté, mais va reprendre. Donc, ça, c'est sur le. Donc, vous avez les résultats pondérés, la valorisation du portefeuille. Et ça, pour reprendre, vous pourrez revoir tout en détail, comme vous recevez aussi les reportings ensemble. Vous avez mis les principales pondérations au niveau du portefeuille. Et depuis notre dernier webinaire, un peu ce qui s'est passé sur les entrées et les sorties. Donc, on a rentré surtout quelques juniors comme Gold Mining, Nova Gold, Metalla Royalty Stream qui sont 3 juniors. Metalla Royalty Stream, c'est sur les royalties, comme son nom l'indique, et 2 au niveau junior Goldman Nova Gold, qui ont remplacé en fait Golden Star, Pretium et Fiore Gold, qui ont été rachetés. Donc, on reste toujours sur un portefeuille assez concentré, toujours bien réparti en termes de first tier, second tier, enfin, ce que je vous avais expliqué lors du précédent webinaire. Et vous avez le portefeuille par répartition par capi boursière. Donc, globalement, bien évidemment, on est sur des, on va dire, mid-large cap. 40% sont en revanche, ouais, je voyais une petite faute. Parce qu'il y a une petite faute sur les 40%. C'est au-dessus de, c'est pas de 100 millions à 1000 millions, c'est de 1 milliard à 10 milliards. Donc, ça peut prêter à confusion, pardon. Bon, on corrigera tout ça avant de vous Il n'y a envoyer pas de souci. la présentation. Voilà. Et vous avez notre dernier slide toujours au niveau de nos. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas indiciels, mais c'est par rapport pour vous donner à peu près l'état des lieux par rapport à nos convictions, nos plus fortes convictions. Toujours les mêmes, SSR, Silvercorp et Max Silver, toujours notre partie au niveau argent qui a pesé sur l'année 2021, mais on garde confiance et on reste totalement focalisé. Et Buenaventura qui se comporte bien depuis le début de l'année. Comme je vous avais dit, Yamana qui rentre dans les top surpondérations, qui est une entreprise dont on avait parlé le dernier webinaire et qui a une croissance persistante, récurrente, qui passe le million d'onces produites avec une très bonne maîtrise des coûts. Et sur nos principales sous-pondérations,
comme je vous l'expliquais, toujours les Newmont Franco Barrick. Barrick étant moindre dans notre sous-pondération et c'est dans notre plus grosse. Cette reprise nous bénéficie aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pris un Ouais, peu plus de temps. non, J'arrive au on est niveau des parfait dans le questions. timing. Oui, juste le temps que vous rédigiez peut-être vos questions. J'ai vu beaucoup de partenaires CGP dans la liste des participants. Tu as évoqué tout à l'heure les mandats institutionnels dans lesquels on utilisait quand même du Place Euro Gold Mines, SRRI 7/7. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait pour les instits et qui peut tout à fait être fait dans une allocation pour un particulier. Je rappelle que lorsque vous faites une allocation, vous avez cette possibilité de mettre du fonds euro garanti, d'aller sur d'autres actifs immobiliers, je pense à des SCPI par exemple. Nous, je rappelle que dans notre gestion pilotée, on a une part de Place Euro Gold Mines, une petite partie dans notre gestion pilotée qui vient se mettre dans une allocation avec du fonds euro garanti et des SCPI, donc une allocation globale et diversifiée parce qu'on revient encore sur cette slide 20 où on a constaté par les chiffres en year to date que la diversification était le moyen de créer de la performance en fait, surtout dans les phases de trouble. On a eu une année one way en 2021 et ça ne sera pas le cas de 2022. Voilà, et pour donc insister, le timing est pratiquement idéal, Excellent, surtout à un moment où vous avez eu une année 2021 avec des actions qui étaient en forte hausse, une année à deux chiffres, dont le premier chiffre n'était pas un 1, c'était un 2, complètement. même sur les obligations, et les nuages qui commencent à arriver à partir de fin 2021 avec la Fed, l'inflation persistante. Bon, la notion géopolitique. Donc il y a quand même beaucoup de questionnements et savoir où placer son argent, savoir diversifier par rapport à cette notion d'inflation, par rapport à ces incertitudes. Donc vous devez chercher des investissements alternatifs et l'or est absolument dans cette thématique, l'or et surtout les mines d'or, bien évidemment. Exactement. Bon, parfait. Je ne sais pas si on a des questions. Rapidement, on a une question sur les contributions des plus petites positions par rapport au top 10. On avait le top 10 qui était sur ta grosse slide récapitulative à la toute fin du webinaire. Je ne sais pas si tu as en tête les contributions des plus petites positions. Par rapport à ça, alors une contribution l'année dernière, elle a été neutre. Elle n'a pas été non plus fortement négative. On a, les petites positions, on va dire, c'est les juniors, donc c'est 3% du portefeuille. Donc on a eu de bonnes surprises, par exemple Fury Gold, hein, qui a été une junior qui a été rachetée, mais on en a eu d'autres comme Perpetua Resources qui ont baissé. Je dirais que c'est pas ça qui a le plus pesé l'année dernière. Je dirais que ça a été neutre. Ce qui a le plus pesé dans la contribution l'année dernière sur les contributions négatives, ça a été l'argent, globalement, puisque c'est un poids, un facteur plus important pour nous. Donc ça a été, voilà, c'est pas tant les petites positions qui ont plus pesé, mais on peut voir c'est des positions plus grosses comme vous voyez dans le top 10, les Pan American Silver Cup qui n'ont pas une bonne année en 2021. Bon, très bien. L'année 2021 reste quand même très, très, très honnête. Et c'est surtout 2022. Donc, si vous avez aujourd'hui du Gold Mine, c'est sûrement le moment enfin, c'est pas sûrement, c'est le moment de renforcer. Et si vous n'y êtes pas encore, c'est le Voilà. Et bon moment nous pour les y petites rentrer. et pour répondre, donc les petites positions, nous on a bien évidemment les juniors, on les rentre au fur et à mesure sur des positions petites, mais qui ont des fortes hausses. Par exemple, Gold Mining, on a commencé à la rentrée. Et depuis le début de l'année, c'est pratiquement une des meilleures performances sur l'ensemble du secteur. Donc, elle a repris 50%. Très, très bien ça. Donc voilà, après, bon, notre but, c'est qu'elle fasse beaucoup plus encore. Donc, c'est Bien ça sûr. aussi le facteur, c'est d'avoir un petit poids, mais avec une très forte hausse et l'accumulation de ces poids. Donc, quand il y aura ce facteur de reprise,
ce sera extrêmement porteur parce qu'on a Bien sûr. un ensemble de dossiers qui vont plus performer que, que l'indice que d'une façon générale, quoi. Comme un petit peu de Gold Mines dans une allocation. Alors, rapidement, deuxième question. Alors, si le cours, tu m'écoutes Grégory? C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Alors, tu as sinon directement dans le chat, mais je vais te la lire. Si le cours de l'or s'apprécie, n'est-ce pas aussi un coût qui pèse davantage sur les mines liées à une production plus importante? Tu as la question ou tu la vois? Alors attends, Ou discussion. bien peut-on Si le cours de considérer que l'or l'évolution... Ouais. s'apprécie, n'est-ce pas aussi un coût qui pèse davantage sur les mines une production plus importante Et pendant que Grégory lit la Alors, question, ouais, je vas-y. dirais, je réponds, c'est ou bien peut-on considérer que l'évolution doit avoir un certain niveau. C'est plutôt, je réponds c'est la deuxième hypothèse. C'est la réponse B. C'est la réponse B. Voilà, le cours de l'or s'apprécie. Au contraire, ça va pas peser sur les mines, c'est un peu comme là pour le coup, ça rend, c'est comme sur le pétrole ou sur les autres, hein. Si vous avez un pétrole à 200, l'ensemble de vos champs pétroliers, de vos nouvelles mines nouveaux gisements ou nouvelles mines, hein, sont beaucoup plus profitables. Ça vous laisse, ça vous laisse une marge d'appréciation beaucoup plus importante. Il faut savoir que sur l'ensemble, ça reste encore c'est un marché. Pourquoi on dit un fort effet de levier, c'est-à-dire un marché à coût fixe, hein. Les coûts d'extraction moyens tournent autour de entre 1200 1000, vous avez jusqu'à 800, hein, ce qu'on avait montré C'était lors une du dernier très belle webinaire. slide, ouais. Et pour répondre peut-être à la question, je vous invite vous avez tout le détail sur le dernier webinaire. Même si vous ne l'écoutez pas, regardez Bien sûr, les slides. les slides, hein, puisque vous avez cette répartition sur les coûts des sociétés. Donc, bien évidemment, Le break-even, ouais. l'or est à 1800. S'il est à 2000, les marges seront plus élevées puisque les coûts d'exploitation, les coûts fixes, n'ont pas passé de 1200 à 1500, 1800. C'est pas variable. Il y a une grande partie de coûts fixes. Pardon. Oui. Et Bah, la écoute, production ne peut pas être plus importante. Elle sera toujours, même si elle reprend, pour répondre, pardon, à une production plus importante, certes, il y a une reprise de la production, mais elle sera toujours elle peut pas, la production ne va jamais augmenter d'année sur année de 10-20%. C'est pas possible, hein. C'est une production qui est à quelques pourcents stable. En général, puisque comme j'ai essayé d'expliquer au début, vous avez des questions de réserve, vous avez des questions de gisement, ça ne vient pas d'un coup au niveau de l'or. Vous ne pouvez pas produire de l'or comme on produit du pétrole. complètement. On avait une question rapide sur la typologie du fonds. Est-ce qu'on est sur un fonds 100% investi, sur un fonds pur? Totalement, on est 100% investi. Hein. On a 1% de cash, quoi, on va dire. Donc, on est Ça aussi, c'est 100% investi. important pour les conseillers qui sont avec nous. Vous avez cette poche de fonds euros dans une allocation qui joue le rôle de cash, pardon. C'est pas à Grégory dans son fonds de garder du cash. Justement, si vous cherchez un fonds mine d'or, un fonds or, Grégory se doit d'avoir un fonds 100% investi qui va aller chercher de la performance. Non, on est vraiment pur sur ces 100%, 1% de cash. C'est 100% investi, ce sont des mines d'or, des mines d'argent. Il n'y a pas d'investissement alternatif. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait. Non. Très bien. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a dépassé le temps de 6 minutes maintenant. On a essayé de faire quelque chose de On a concentré, réussi, qui était la suite logique des trois ou quatre premiers webinaires, qui avaient chacun un thème et donc qui sont là comme une série en fait. Très bien. c'est pas Netflix encore, hein, on va peut-être pas. Mais, À bientôt. mais en tout cas, merci. Bah, donc là, c'était notre premier webinaire de l'année. Le prochain webinaire, on le fera à peu près au mois de juin, peut-être un avant l'été, et on reprendra après un très bon timing après après la rentrée pour faire
webinaire sur la deuxième partie de l'année. Et on va revenir sur le deuxième webinaire. Je pense au mois de juin, on reviendra sur l'actualité précise. Mais là, je pense que le timing, la question de début d'année, c'était important de refaire un état des lieux au niveau de quand même comment s'est passée l'année 2021. Et voilà, dans ces questions de diversification, d'aborder une question beaucoup plus générale. Mais on va revenir la prochaine fois sur le fond, reparler des sociétés. On essaie d'enchaîner à peu près tous les deux, trois webinaires, d'être vraiment sur un aspect soit plus fond totalement, soit plus général.